C'est une affaire tellement choquante. La procureure en charge de cette affaire a dit qu'elle a été horrifiée lorsqu'elle en a entendu parler pour la première fois. Et vous-même, vous devrez peut-être vous préparer aux détails de cette affaire, car ces deux personnes que vous voyez ici font face à des accusations après qu'une fillette de 11 ans a accouché chez eux. Les résultats acides désoxyribonucléiques auraient prouvé que le beau-père de la fillette est le père du bébé. Comment cette affaire pourrait être poursuivie à l'avenir alors que tant de personnes essaient de comprendre comment cela a pu arriver? Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point cette histoire que nous suivons en provenance de l'Oklahoma est triste. C'est vraiment choquant et ce n'est pas facile à entendre. Je vous préviens à ce sujet, ce n'est pas facile à en parler non plus. Cette histoire a d'abord été révélée le 16 août dans cette maison à Muskogee, Oklahoma, qui se trouve à environ 1 heure de route de Tulsa. Selon KWTW, qui s'est entretenu avec le procureur chargé de cette affaire, une fillette de 11 ans a accouché d'un bébé à terme dans cette maison ce jour-là. Voici les photos d'identité judiciaire de la mère et du beau-père de la fillette, Dustin et Sherry Walker. Le procureur a déclaré à la chaîne de télévision, au début, ces deux personnes ont affirmé qu'elles étaient également choquées par ce qui s'était passé, car elles prétendaient ne pas savoir que cette jeune fille de 11 ans était enceinte. Le procureur a contesté cela en disant que la fillette de 11 ans était, je cite, petite. Donc, il serait assez évident qu'une fille aussi petite soit enceinte pendant 9 mois entiers avant la naissance de cet enfant, qui, selon eux, a eu lieu le 16 août de cette année. Nous avons retrouvé d'anciens profils Facebook du couple, Dustin a 34 ans, Sherry 33. De nombreuses photos les montrent portant de jeunes enfants. Un voisin du couple a déclaré à KJRH-TV que 6 enfants au total, y compris cette fille de 11 ans, vivaient dans cette maison avec plusieurs chiens et chats. Ils disent que la situation dans cette maison était déjà très troublante, même avant que cette jeune fille ne donne naissance à un enfant. Le voisin a déclaré que ce couple n'avait pas d'eau courante dans leur maison depuis 2, peut-être 3 ans. Au début, les Walker ont été accusés de 6 chefs de négligence, et il semble que ce soit un chef de négligence pour chaque enfant vivant dans cette maison. Mais ensuite, il y a eu un développement majeur cette semaine, en plus de ce qui était déjà une affaire importante. Le test de paternité est revenu concernant ce bébé auquel la fillette de 11 ans a donné naissance, et le procureur du district a déclaré à KWTW que les résultats montrent que le beau-père de la fillette, Dustin Walker, est le père de ce bébé. Il est accusé d'abus sexuels sur un enfant de moins de 12 ans. Sherry fait également face à une accusation supplémentaire pour avoir facilité des abus sexuels. Sherry ne semble pas avoir de casier judiciaire. Nous avons trouvé 2 affaires dans les registres des tribunaux de l'Oklahoma impliquant Dustin Walker, dont une en 2020. Il a été accusé d'avoir tiré avec une arme à feu à l'intérieur de son domicile. Cette affaire semble s'être terminée par ce qui semble être une amende d'une certaine sorte, et les registres montrent que l'affaire a été envoyée en recouvrement lorsque l'argent n'a pas été payé. En 2023, Dustin a aussi été accusé d'agression et de violence domestique devant un mineur. Mais cette affaire a été classée sans suite selon les registres des tribunaux de l'Oklahoma disponibles en ligne. Les 2 Walker sont maintenant détenus sous caution de 100 000 $ chacun. Le procureur a déclaré à KWTW que les 2 parents pourraient passer le reste de leur vie en prison s'ils sont reconnus coupables, si ces allégations, qui sont tellement incroyablement choquantes, s'avèrent vraies. Quant à la jeune fille qui aurait accouché dans cette maison, une maison qui, selon ce voisin, n'avait même pas d'eau courante, le procureur dit que cette jeune fille est traumatisée, ce qui est compréhensible. Cette fille a dû accoucher dans cette maison sans aucun soin médical. Apparemment, c'est Sherry, la mère, qui a accouché le bébé. Mais ensuite, les ambulanciers ont été appelés, et c'est ainsi que cette situation a été découverte dans cette maison. Sans parler de cette jeune fille de 11 ans qui, selon le procureur, n'avait pas vu de médecin depuis plus d'1 an. Elle n'allait pas non plus à l'école. Il n'y avait donc aucun moyen pour les personnes extérieures à ce foyer de savoir que cela se passait, du moins à notre connaissance. Il semble qu'elle ait été tenue à l'écart parce que, si elle avait été emmenée chez un médecin ou à l'école, des gens auraient pu intervenir et l'aider. Au lieu de cela, elle aurait été tenue à l'écart des regards. Rejoignez-nous pour en discuter avec la professeure de droit de l'Université Temple, Marion Brazia. C'est un plaisir de vous recevoir sur Law and Crime.
L'histoire que nous abordons est très difficile. Je sais que vous avez déjà travaillé dans un bureau du procureur. Hâte, vous avez déjà traité des affaires très difficiles, mais ce type de situation est-il fréquent? Parce que d'une certaine manière, c'est tellement choquant, mais c'est aussi incroyablement triste, les allégations ici. Malheureusement, nous n'avons aucune idée de la fréquence de ce genre de crimes car ils ne sont pas signalés, ils sont commis en secret, dans l'ombre et dans l'intimité des foyers. Et donc, nous ne savons vraiment pas à quel point ce problème est répandu dans certaines communautés à cause de la nature très intime et secrète de la façon dont ces abus sont perpétrés. Et il semble, du moins d'après ce que nous avons appris et ce qui est allégué, que cette jeune fille, âgée de 11 ans, n'était pas à l'école. Elle n'avait pas vu de médecin depuis plus d'un an. Donc, elle était en quelque sorte hors du radar et apparemment tenue à l'écart, prétendument par ses parents. Concernant l'évolution de l'affaire, il dispose désormais d'une correspondance acide désoxyribonucléique reliant le beau-père comme père biologique de l'enfant qu'a eu la fillette de 11 ans. Que va-t-il se passer ensuite dans ce procès? Affaire? Eh bien, je pense qu'une grande partie des preuves dans cette affaire reposera sur la science. Tout dépendra des dossiers médicaux. Tout dépendra des registres d'état civil pour établir l'âge de la plaignante. Quand je dis la plaignante, je fais référence à la fillette de 11 ans qui a été mise enceinte et qui a effectivement donné naissance à un enfant vivant. Donc, il s'agira d'établir quel âge elle avait à la date de son accouchement et le fait que le bébé qu'elle a mis au monde était à terme. Donc, il faudra faire le calcul, remonter dans le temps pour déterminer quel âge elle avait au moment de la conception de ce bébé. Et ensuite, nous avons établi une chronologie pour déterminer quand la date la plus tardive possible à laquelle les abus auraient pu commencer. C'est ce qui vous permet, quand je dis vous, je parle des procureurs, d'obtenir l'âge minimum légal de la victime au moment des abus. Certaines catégories, certaines sous-sections de l'accusation d'agression sexuelle dépendent de l'âge de la victime au moment des abus. Donc, faire ce calcul et établir cette chronologie sera très important. Et puis, bien sûr, il y a les autres preuves médico-légales, les preuves scientifiques pour établir que l'enfant que la fillette de 11 ans a mis au monde était en fait biologiquement lié à son beau-père ou au prévenu accusé de cet abus dans cette affaire. Donc, ça sera confirmé par des tests de paternité acide désoxyribonucléique. Donc, beaucoup des éléments que l'accusation devra prouver dans cette affaire peuvent l'être par des documents, par des rapports, dossiers médicaux et tests acides désoxyribonucléiques. Dans de nombreux cas impliquant des allégations d'abus sexuels, nous voyons les victimes prendre la parole à la barre pour témoigner. Cela demande un courage incroyable. Je sais que vous étiez dans la salle d'audience lorsque cela s'est produit. Dans ce cas, cependant, la victime présumée est très jeune, elle a 11 ans, et elle a traversé cette expérience traumatisante. Et il y a aussi la science, l'acide désoxyribonucléique, dont nous avons parlé, qui prouve que Dustin Walker, le beau-père, est le père biologique de cet enfant. Quelle serait la probabilité, si ce dossier va jusqu'au procès, que l'accusation ait besoin que cette fillette de 11 ans témoigne à la barre? Eh bien, d'après ce que je comprends des éléments à établir, d'après ma compréhension des preuves en Oklahoma, et pour être totalement transparente, je ne pratique pas en Oklahoma, mais selon ce que j'en sais, l'accusation n'aurait pas besoin de faire témoigner la victime de 11 ans. Il pourrait établir cela par et ils pourraient remplir leur obligation de prouver au-delà de tout doute raisonnable les éléments de l'accusation d'agression sexuelle simplement sur la base de ce dont nous avons parlé précédemment, les dossiers médicaux, les actes de naissance, les registres d'état civil, le rapport acide désoxyribonucléique, les résultats du test de paternité. Donc, ils n'auraient pas nécessairement besoin du témoignage de la fillette de 11 ans. Et j'espère aussi que le bureau du procureur dispose d'une assistance aux victimes et de personnes qui défendent les intérêts de la fillette de 11 ans.
J'espère qu'une partie du pouvoir de décision est accordée à cette fillette de 11 ans, qu'elle est encouragée à prendre certaines décisions concernant sa participation et sa coopération dans cette affaire. Parce que jusqu'à présent, bien sûr, ce ne sont que des allégations, mais jusqu'à maintenant, je pense qu'on lui a volé une grande partie de son autonomie et de sa capacité à prendre des décisions. Donc, j'espère que le bureau du procureur s'efforce de lui redonner du pouvoir afin qu'elle puisse avoir une certaine autorité dans la prise de décision. Les Walker auraient apparemment déclaré qu'ils n'avaient aucune idée que cette fillette de 11 ans était enceinte. De toute évidence, avec le test de paternité, si cela est vrai, ce serait un mensonge de la part de Dustin Walker. Mais ensuite, pour la mère biologique de cette fillette de 11 ans, la femme de Dustin Walker, Sherry, elle fait face à cette accusation de complicité. Il ne semble pas vous savez, il y a beaucoup de choses qu'ils ont gardées à l'intérieur de cette maison et que personne ne connaissait jusqu'à ce que cette fille accouche. En tant que procureur, que faudrait-il prouver pour montrer qu'elle facilitait vraiment cela chez elle et n'était pas simplement une possible victime de violences domestiques? Était-ce quelqu'un qui était victime de maltraitance? Nous ne le savons pas parce que nous n'étions pas à l'intérieur de la maison. Quel type de preuves faudrait-il pour condamner pour complicité dans ce genre d'affaires? Donc, selon moi, l'accusation de complicité pose un peu plus de problèmes de preuve et elle est un peu plus problématique du point de vue de la preuve. En Oklahoma, un parent ou responsable comme cette mère biologique peut être tenu responsable d'avoir facilité des abus sexuels. Mais cela s'appliquerait si la mère biologique avait causé, provoqué ou permis ces actes volontaires d'abus sexuels sur son enfant de 11 ans. Donc, selon la loi, il n'est pas suffisant de dire qu'elle soupçonnait peut-être que quelque chose se passait ou qu'elle a peut-être fermé les yeux sur quelque chose de suspect. Il faut prouver qu'elle savait ou qu'elle aurait raisonnablement dû savoir qu'il y avait des risques pour cette fillette de 11 ans, qu'elle était en fait victime ou pouvait être victime d'abus sexuels de la part du beau-père. Et ensuite, encore une fois, il doit y avoir un élément d'intentionnalité, c'est-à-dire que la mère biologique a causé cet abus sexuel. Donc, quand on parle de savoir si la fillette de 11 ans devrait témoigner ou non, à ma connaissance dans cette affaire, il n'y a ni enregistrement, ni vidéo, ni autres preuves authentifiées de façon indépendante qui seraient recevables pour montrer ce que la mère biologique savait ou aurait dû savoir, sans le témoignage direct d'un témoin qui était dans la maison ou subissait ces abus. Nous ignorons. Ils comparaîtront devant le tribunal le mois prochain, détenus sous caution de 100 000 dollars. Mais dans cette affaire de complicité, et la seule chose que nous savons par les reportages, c'est que le couple avait soutenu qu'il n'avait aucune idée, qu'il ne savait pas que cette très jeune fille était enceinte à terme et sur le point d'accoucher, ce qui, je pense, quand on entend simplement cela, et le procureur a dit « Vous savez que cette fille était, je cite, petite », ce qui, vous savez, ça ne colle pas. Je pense que pour beaucoup de gens, ils entendent ça et ils se disent « Ce n'est tout simplement pas vrai ». Si vous êtes procureur et que c'est réellement leur défense, je veux dire, comment attaquez-vous cet argument et comment le démontez-vous si cela devait vraiment aller jusqu'à un procès? Eh bien, je dirais que si c'est le cas, cette affirmation selon laquelle il n'avait aucune idée qu'elle était enceinte appuie l'accusation de négligence. Si la fillette d'11 ans était comme l'a décrite la procureure, elle était menue. Elle l'était, vous savez, j'ai une fille de 13 ans et une de 11 ans et je peux imaginer leurs deux silhouettes. Vous remarquez les changements corporels car ils surviennent très vite, surtout à ce stade prépubère. Et donc, je pense que si jamais, c'est une preuve supplémentaire de la négligence, parce que cela montre qu'elle n'allait pas à l'école. Aucun enseignant, conseiller d'orientation, administrateur scolaire ou travailleur social ne remarquait de changement chez elle. Aucun service social ne venait à la maison pour observer des changements chez elle. Il n'y avait aucun médecin ni pédiatre qui aurait pu constater un changement de poids, de forme corporelle ou le début de la puberté. Donc, cela montre bien que pendant tout ce temps, et si l'enfant est né à terme, sur une période de presque 40 semaines, il n'y a eu aucun suivi et aucun autre adulte n'a prêté attention aux changements dans le corps de cette fillette de 11 ans ni dans sa vie. Au contraire, cela constitue une preuve supplémentaire et un argument de plus en faveur de l'accusation de négligence. En parlant des accusations de négligence, c'est un point très important dans cette affaire. Il y a de graves allégations concernant l'aîné de 11 ans, mais 5 autres enfants vivent aussi dans cette maison.
Et il y avait un voisin qui a dit que cette maison n'avait pas eu d'eau courante depuis 2 à 3 ans. Et nous verrons si c'est vrai. Mais, et je sais qu'il y a des régions de ce pays où les gens n'ont pas la chance d'avoir de l'eau courante tous les jours, mais en même temps, on se dit que pour ces jeunes enfants, grandir dans un environnement qui semble être dans une misère vraiment, vraiment extrême. Aux yeux de la loi, en général, quelle est la limite entre ce qui est considéré comme de la négligence et le fait de simplement grandir dans une réalité très difficile pour beaucoup de gens, surtout dans les régions rurales du pays où ils n'ont tout simplement pas accès à des choses comme l'eau courante? Oui, je pense que la loi prend en compte les disparités socio-économiques très malheureuses qui existent en Oklahoma et dans toutes les régions du pays. Donc, pour établir l'accusation de négligence criminelle en Oklahoma, la négligence doit être volontaire ou malveillante. Donc, ce n'est pas simplement le résultat de parents ou de personnes responsables qui ont moins de moyens ou qui n'ont pas accès à certains soutiens ou à certains, j'irais même jusqu'à dire, luxe, mais la loi en Oklahoma couvre un large éventail de situations où une personne chargée de la santé, de la sécurité et du bien-être d'un enfant, comme un parent, un tuteur, voire un beau-parent, manquerait volontairement de fournir des soins adéquats. Donc, encore une fois, on revient à établir une intentionnalité. Il doit donc exister, pour d'autres raisons que la pauvreté, un manque volontaire de soins adaptés. Alimentation, vêtements, abris, hygiène, éducation, absence de scolaire ou instruction à domicile sur un an, absence de suivi médical, dentaire ou comportemental ou défaut de supervision suffisante. Donc, tout cela revient encore une fois à l'intentionnalité de ce que le parent ou le responsable savait ou aurait dû savoir, et ensuite négligeait volontairement et intentionnellement de fournir à cet enfant. Vous savez, être avocat de la défense n'est pas un métier facile. Tout le monde mérite d'être défendu. Mais pour un avocat de la défense qui accepterait, peut-être un avocat commis d'office, peu importe qui c'est, de défendre Dustin Walker, et vous avez ce test acide désoxyribonucléique qui le relie à un enfant mis au monde par une enfant, ce qui est vraiment horrible à imaginer. Quelle serait sa défense? Comment géreriez-vous l'affaire? Est-ce que ça irait jusqu'au procès, vu la force des preuves contre lui? Eh bien, je ne peux pas répondre à cela parce que, bien sûr, chaque accusé a un droit absolu, un droit constitutionnel de confronter ses accusateurs et un droit absolu d'aller en procès. Donc, je suis sûre que l'avocat de la défense qui prendra cette affaire aura une conversation complète et honnête avec l'accusé sur les différentes options qui s'offrent à lui, sur les éventuelles conséquences, sur les différents résultats possibles de chacun de ses choix. Donc, je dirais que si l'affaire allait jusqu'au procès à ce stade avec le science existante, preuves médico-légales disponibles, l'argument ou la défense la plus efficace serait sans doute de remettre en cause la science en soulignant qu'une faible marge d'erreur dans les tests acides désoxyribonucléiques et de paternité laisse possible qu'il ne soit pas le père. Il pourrait certainement contester l'admissibilité des autres documents dont nous avons parlé, comme les actes de naissance ou les dossiers médicaux, en invoquant un manque d'authentification ou l'absence de fondements appropriés pour établir que ces documents sont recevables devant le tribunal. Donc, cela ne se résume pas vraiment à des arguments factuels ou émotionnels sur la légitimité de ces actes, sur leur caractère approprié ou même sur une erreur d'âge, car cette défense n'existe pas dans une affaire impliquant un enfant aussi jeune. Mais il se concentrerait vraiment sur des arguments plus juridiques, presque administratifs, comme l'authenticité des documents et la véracité ou la fiabilité de la science qui seraient présentés sous la forme des tests acides désoxyribonucléiques. Dans l'affaire de l'Idaho concernant Brian Koberger, ils ont tenté d'exclure la preuve acide désoxyribonucléique qui le reliait à l'affaire, ce qui rappelle une autre affaire très différente où il s'agissait aussi d'écarter des preuves. Nous avons vu par le passé que, vous savez, l'argument selon lequel l'acide désoxyribonucléique pourrait être une science douteuse a été avancé par les avocats de la défense. Quel seuil faut-il atteindre pour exclure un test de paternité d'un procès? Excellente question. Tout dépend des règles de preuve. C'est dans le titre 7 ou le chapitre 7 des règles de preuve concernant le témoignage d'experts. Et il existe deux normes pour le témoignage d'experts devant le tribunal.
L'Oklahoma suit une affaire appelée Daubert et la norme là-bas est la fiabilité. La question sera donc, est-ce une science fiable? L'avis, quand je parle de l'avis d'expert, je veux dire la personne qui a analysé les résultats de l'acide désoxyribonucléique, qui a examiné l'échantillon de la fillette de 11 ans et celui du prévenu, son beau-père, et les a comparés, a fait les calculs et l'analyse médico-légale pour déterminer qu'il y avait un certain pourcentage de chances qu'il soit effectivement le père. Il devrait faire ce qu'on appelle une contestation d'Aubert pour dire que cette science n'était pas fiable et que la personne qui faisait cette analyse n'avait pas l'expertise suffisante pour donner cet avis. Donc cela revient vraiment au juge du procès en Oklahoma, d'être le gardien de cette preuve et de déterminer si elle est suffisamment fiable pour qu'un jury puisse en tenir compte. Et enfin, pour cette jeune fille qui a déjà traversé tant de choses d'après tout ce qu'on nous a dit et les allégations dans cette affaire à seulement 11 ans, je veux dire, elle n'est tout simplement pas assez âgée pour pouvoir s'occuper d'un enfant. Je veux dire, elle est encore elle-même une enfant. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Je veux dire, surtout s'il n'y a pas de famille, on ne sait pas s'il y a un parent éloigné qui pourrait intervenir, mais s'il n'y en a pas, quelle est la situation pour elle, mais aussi pour ce bébé? La seule chose que je peux dire à ce sujet, c'est que j'espère vraiment qu'on lui apporte le soutien et les services sociaux dont elle a manifestement tant besoin. Elle a besoin d'un environnement sûr et bienveillant pour pouvoir grandir, se développer et prendre des décisions éclairées, car il est évident que cela n'a pas été son expérience, du moins au cours de l'année écoulée. Et elle a besoin d'être dans un endroit où elle peut clairement réfléchir à ce que pourrait être son avenir si elle voulait devenir mère à l'âge de 11 ans, ou bien à quelles autres options s'offrent à elle à ce stade. Je pense que s'il n'y a pas de famille proche ou de soutien familial prêt à l'accueillir, à accueillir son enfant, à accueillir ses frères et sœurs, ce serait une situation où le système de placement familial de l'Oklahoma interviendrait et, espérons-le, elle pourrait bénéficier d'un placement sûr et d'un accompagnement afin qu'elle puisse prendre une décision concernant son avenir. Oui, c'est une histoire difficile. Merci à Marion Brachat, professeure de droit à l'Université Temple, d'avoir pris le temps d'en discuter avec nous. Merci Chris, ravi de vous voir. Les Walkers comparaîtront au tribunal le mois prochain. C'était On the Case sur Law and Crime. Suivez-nous sur YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.